Je suis né le 6 mai 1856 à Freiberg, en Moravie, une petite bourgade de l'actuelle Tchécoslovaquie. Mes parents étaient juifs, je suis également resté juif. Pour ce qui est de ma famille paternelle, je crois savoir qu'elle a longtemps vécu au bord du Rhin, à Cologne. Qu'à la suite d'une persécution, elle s'est enfuie vers l'Est, au XIVe ou au XVe siècle. Et qu'au cours du XIXe siècle, elle a entrepris de réintégrer progressivement la partie allemande de l'Autriche à partir de la Lituanie, via la Galicie. La scène m'apparaît comme incompréhensible. Permettez-moi de vous la dépeindre. Je vois une prairie carrée, un peu en pente, verte et à l'herbe drue. Dans le vert, énormément de fleurs jaunes, manifestement des pissenlits. En haut de la prairie, une maison de paysans, devant laquelle deux femmes bavardent ensemble. Dans la prairie, jouent 3 enfants. Je suis l'un d'entre eux. J'ai entre 2 et 3 ans. Les 2 autres sont mon cousin et sa sœur, qui a presque le même âge que moi. Nous cueillons les fleurs jaunes. C'est la petite fille qui a le plus beau bouquet. Mais nous, les garçons, lui tombons dessus et nous lui arrachons ses fleurs. C'est la figuration de l'amour qui est essentielle ici. C'est seulement maintenant que je le comprends. Pensez donc, prendre sa fleur à une jeune fille, cela signifie la déflorer. Breslau joue aussi un rôle dans mes souvenirs d'enfance. À l'âge de 3 ans, je suis passé par cette gare lors du déménagement de Freiberg à Leipzig, et les flammes du gaz que j'ai vues pour la première fois m'ont fait penser aux esprits qui brûlent en enfer. Entre 2 ans et 2 ans et demi, ma libido s'est éveillée envers ma mère. Et cela à l'occasion du voyage fait avec elle de Leipzig à Vienne, au cours duquel nous avons dû passer une nuit ensemble et où il m'a certainement été donné de la voir nue. Jacob, son père, installe sa famille dans un des quartiers les plus pauvres de Vienne, Leopoldstadt, un quartier où se sont installés d'autres juifs de l'Est, venant de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Galicie. Freud grandit dans ce ghetto sans mur, peuplé de juifs pieux et pauvres, dont les manières de s'habiller, de parler et de manger sont différentes des juifs plus assimilés. C'est à l'âge de 4 ans que j'arrivai à Vienne, où j'effectuais toute ma scolarité. Au lycée, je fus premier de ma classe pendant 7 ans, jouissant d'une position privilégiée, n'étant pratiquement jamais soumis à un examen. Bien que nous vécûmes dans des conditions matérielles très précaires, mon père m'enjoignit de ne tenir compte que de mes seules inclinations pour ce qui était de mon choix d'une profession. Pendant ces années de jeunesse, je n'éprouvais aucune prédilection particulière pour le statut et l'activité de médecin. J'étais plutôt mû par une sorte de désir de savoir, lequel se rapportait plus à la condition humaine qu'à des objets naturels. À peine terminé l'apprentissage de la lecture, je me plongeais dans l'histoire biblique, ce qui a déterminé d'une manière durable l'orientation de mes intérêts. Freud est sensible à la sagesse orale du judaïsme. Il écoute ces histoires qu'on raconte depuis toujours, des histoires vivantes, pleines d'énigmes, d'ironie et de tendresse. Il aimait la saga égyptienne de Moïse, les aventures de Joseph,
de ses frères, les mariages multiples, les patriarches centenaires qui engendraient une descendance nombreuse avec leurs femmes, leurs maîtresses ou leurs servantes. Il en était fasciné. Il avait imaginé que son demi-frère était son père et que son père était son grand-père, ce qu'il définira plus tard comme un roman familial. Freud adorait sa jeune mère, Amalia, qu'il regardait dans son enfance comme une femme virile et désirable. Il considéra que les fils qui avaient été les préférés de leur mère possédaient, une fois adultes, une assurance inébranlable. Jacob initie son fils à l'étude de la Bible à partir de sa 7e année. Le jeune Freud prend l'habitude de la feuilleter et c'est un livre fondateur pour lui, la Bible de Philippson. Une Bible bilingue allemand-hébreu qui fait un trait d'union entre l'orthodoxie traditionnelle et le mouvement réformiste qui invite les Juifs à l'assimilation. Malgré l'interdit traditionnel des images, le texte est orné de gravures. La Torah familiale ouvre le jeune homme au monde de Rome et d'Athènes, à la culture païenne qui côtoie dans ses pages les paysages de Jérusalem. Mon père s'amusa un jour à abandonner à l'aîné de mes sœurs et à moi un ouvrage illustré de planches en couleurs, description d'un voyage en Perse, que nous avions pour mission de détruire. J'avais alors 5 ans. Ma sœur n'avait pas 3 ans, et le souvenir de la joie infinie avec laquelle nous arrachions les feuilles de ce livre, feuille à feuille, comme s'il s'était agi d'un artichaut, est à peu près le seul fait dont je me rappelle de cette époque comme souvenir plastique. Plus tard, quand je fus étudiant, j'eus une passion pour les livres. Je voulais les collectionner, en avoir beaucoup. Je devins un ver rongeur de livres. Depuis que je médite sur ma vie, j'ai toujours rapporté cette première passion à cette première impression d'enfance. J'ai reconnu que cette scène d'enfance était un souvenir écran pour ma bibliophilie de plus tard. Un jour, mon père me raconta le fait suivant. Une fois, quand j'étais jeune, dans le pays où tu es né, je suis sorti dans la rue un samedi bien habillé avec un bonnet de fourrure tout neuf. Un chrétien survint. D'un coup, il envoya mon bonnet dans la boue en criant « Juif, descends de mon trottoir !» « Et qu'est-ce que tu as fait ?» ?»« J'ai ramassé mon bonnet, » dit mon père avec résignation. Cette réponse ne m'avait pas semblé héroïque de la part du grand homme fort qui me tenait par la main, moi, le petit garçon. À cette situation qui ne me satisfaisait pas, j'en opposais une autre qui convenait mieux à mon sentiment des choses, à savoir la scène où le père de Hannibal, Hannibal Barca, fait jurer à son garçon devant l'autel de la maison qu'il se vengera des Romains. Et depuis, Hannibal avait sa place dans mes productions imaginaires. À l'automne 1886, je m'installais comme médecin à Vienne et épousais la jeune fille qui m'avait attendu pendant plus de 4 ans dans une ville lointaine, Hambourg. Elle était la petite fille du grand rabbin de Hambourg. Elle était issue d'une famille plus attachée aux rituels juifs que la mienne. 2 février 1886. Il m'a fallu reconnaître que tu étais celle que j'aimais. Ta résistance même m'attachait toujours davantage à toi. Et si on me demandait si j'étais heureux, on m'entendrait répondre que oui. Parce que, en dépit de tout, pauvreté, réussite lente à venir, difficulté à gagner les bonnes grâces des gens, hypersensibilité, nervosité, soucis, en dépit de tout, je n'ai jamais cessé d'espérer que tu serais un jour tout à moi et que j'étais certain de ton amour. J'ai toujours été franc avec toi,
Je n'ai même jamais fait usage de la latitude que l'on a généralement envers une personne de l'autre sexe, celle de se montrer sous son meilleur jour. Je n'ai cessé de te critiquer, de te réprimander, et en fin de compte, je ne désire rien d'autre que de te posséder. Ton fidèle, Sigmund. Les leçons de Charcot sont des rendez-vous mondains où se rencontrent des scientifiques, des écrivains et des artistes. Au printemps 1885, Freud veut voir de ses propres yeux ses expériences controversées, entourées de l'aura du merveilleux, qui font appel à l'hypnose, mais où certains suspectent un excès de complaisance des malades à l'égard des médecins. Celui que l'on surnommait le grand prêtre de l'hystérie, debout, l'index tendu pour appuyer sa démonstration, se livre à une expérience sur une des patientes hystériques de la Salpêtrière, Blanche Wittmann. Il provoque, sous hypnose, les symptômes dont souffre la jeune femme. La théâtralité des leçons de Charcot impressionne Freud, qui propose au maître de la Salpêtrière de traduire ses leçons en allemand. Freud prendra ses distances avec son interprétation de l'hystérie et sa pratique de l'hypnose. Charcot fondait sa clinique sur le regard. Freud se détournera de la dimension spectaculaire de l'hystérie en tournant le dos à ses patients et en privilégiant la parole et l'écoute. Il pressent que ces femmes, apparemment absentes au monde, portent en elles un secret. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants, chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Un jour de l'année 1887, un aide de camp de l'empereur François-Joseph se présenta au domicile de monsieur et madame Freud. Il était porteur d'un message de félicitations et d'un cadeau pour la naissance de leur premier enfant, Mathilde. L'immeuble où il venait de s'installer avait été construit sur les ruines du théâtre du Ring, détruit par un incendie qui fit beaucoup de victimes. L'empereur voulut saluer le premier enfant né dans un immeuble reconstruit. C'est là que naîtront Mathilde et mes frères Martin et Olivier. Après, ils déménagèrent dans une maison plus spacieuse, au 19 Berggasse, dans le 9e arrondissement. Sophie et Ernst et moi, nous y sommes nés. Je suis Anna Freud. Mon père disait que les biographes étaient des menteurs. Il avait publié son premier livre l'année de ma naissance, Les études sur l'hystérie, avec Breuer, qui pratiquait des cures par la parole, très différentes des pratiques de Charcot. C'est un livre qu'ils écrivirent ensemble en faisant parler leurs patients. L'idée d'un traumatisme sexuel infantile s'était d'abord fixée en lui pour expliquer les maladies auxquelles il était confronté. Parler réveillait les ombres de leur passé et il les confrontait à leurs mensonges. Il rendit bientôt leurs noms mystérieux comme des personnages. Anna O, Amy von N, Lucie R, Elisabeth von R, et même Katharina, qui, elle, n'était pas une fille des villes, mais une fille d'auberge rencontrée dans les montagnes du Rax et qui se confia à lui. C'est comme ça que les théories de mon père ont pris corps. Mademoiselle Anna O, une patiente de Breuer, était âgée de 21 ans. Elle souffrait d'un grave trouble fonctionnel du langage. Lorsque son père est mort, Anna O a commencé à souffrir d'absence hallucinatoire remplie de figures terrifiantes, de têtes de mort, de squelettes, et ne sait plus exprimer qu'en anglais. Anna raconte ces scènes tout haut.
Après avoir terminé son récit, elle se réveille, visiblement rassérénée. Nous en avons tiré une thérapeutique, à laquelle Anna O a donné le nom sérieux de Talking Cure, cure par la parole, et le nom humoristique de Chimney Sweeping, ramonage de cheminée. Lorsqu'un souvenir n'arrive pas à ressurgir, la patiente et le médecin doivent, à toute force, en provoquer l'apparition. C'est ce qu'a déployé Anna, avec une grande énergie. Le dernier jour, elle a pu raconter l'angoissante hallucination qui avait déterminé toute sa maladie, la vision dans la glace d'un visage blême qui était celui de son père avec une tête de mort. Immédiatement après, Anna O s'est exprimée en allemand, débarrassée des troubles qui l'avaient affectée. Un personnage était entré dans sa vie, Wilhelm Fliess, un autre médecin qui devint son ami et son confident. L'un s'occupait des troubles organiques, l'autre des troubles psychiques. Ils appelaient leurs retrouvailles des congrès dont ils étaient les seuls conférenciers et les seuls auditeurs. Ils s'imaginaient jumeaux au point de se faire photographier ensemble comme un corps à deux têtes. On pouvait dire qu'il y avait entre eux une amitié scientifique et une amitié amoureuse. 28 mars 1895. Très cher Willem, tu me manques beaucoup. Suis-je vraiment ce même homme qui débordait d'idées et de projets tant que tu étais à proximité? Quand je m'assieds le soir à mon bureau, souvent, je ne sais pas sur quoi travailler. Donne de toi des nouvelles détaillées et je vais à nouveau te submerger de lettres. Maintenant, écoute. Pendant une nuit de labeur, les barrières se sont brusquement levées. Les voiles sont tombés et j'ai pu tout pénétrer du regard, depuis le détail des névroses jusqu'aux conditions de la conscience. Tout semblait s'emboîter, tous les rouages s'ajustaient. On avait l'impression d'une machine qui allait bientôt fonctionner. Je ne me sens plus de joie. Cordialement, ton Sigmund. En 1896, j'ai 1 an quand le vieux Jacob meurt. « 26 octobre 1896. Mon cher Willem, hier, nous avons enterré le vieux qui est décédé dans la nuit du 23 octobre. Il s'est maintenu vaillamment, jusqu'au bout, comme l'homme peu banal qu'il était, en somme. À la fin, il a dû avoir des hémorragies méningées, des accès de léthargie accompagnés d'une fièvre inexplicable, de l'hypersthésie et des spasmes, à la suite de quoi il se réveillait sans fièvre. Au dernier accès succédèrent un œdème pulmonaire et une mort, à vrai dire, facile. Tout cela est arrivé pendant ma période critique. Je suis d'ailleurs vraiment à bout. Par l'une de ces voies obscures derrière la conscience officielle, la mort du vieux m'a beaucoup affecté. Je l'ai beaucoup estimé, très bien compris, et il a eu une part considérable dans ma vie, avec ce mélange qui lui était propre de profonde sagesse et de légèreté pleine de fantaisie. Sa vie était finie depuis longtemps lorsqu'il est mort, mais à cette occasion se sont sans doute réveillées au fond de moi toutes les choses du passé. J'ai maintenant le sentiment d'être vraiment sans racines. Il faut que je te raconte un joli rêve que j'ai fait dans la nuit qui a suivi l'enterrement. J'étais dans un établissement et je lisais sur un placard qui se trouvait là « On est prié de fermer les yeux ». L'établissement, c'est la boutique du coiffeur chez qui je vais tous les jours. Le jour de l'enterrement, il m'a fait attendre. Du coup, je suis arrivé un peu en retard à la maison mortuaire. Ma famille n'était déjà pas contente de moi parce que j'avais décidé que les obsèques seraient intimes et simples. Ils m'en voulurent aussi de mon retard. La phrase écrite sur le placard a un double sens et peut s'entendre de 2 manières. On doit remplir son devoir envers le mort, une forme d'excuse, comme si je ne l'avais pas fait et avait besoin d'indulgence.
Le rêve est donc une émanation de ce penchant à l'auto-reproche qui se présente régulièrement chez les survivants. Freud voit dans le rêve un guide, un outil pour conquérir ce territoire encore inexploré et le maîtriser. L'interprétation des rêves est pour lui la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient. Les éléments disparates qui constituent le rêve révèlent les profondeurs du psychisme. « 28 mai 1899. Très cher Willem, le livre sur le rêve a tout à coup et sans raison spéciale pris corps pour de bon. Je ne suis pas assez riche pour conserver par devers moi la plus belle de mes découvertes, la seule probablement qui me survivra. Aucun de mes travaux n'aura été aussi complètement mien. C'est mon propre fumier, ma bouture, une nouvelle espèce créée par moi. Ton Sigmund. » L'interprétation des rêves est publiée en 1900. Le livre inaugure le XXe siècle. Freud y est le narrateur de sa propre vie onirique. Son style mobilise pour cela autant le talent du conteur que la rigueur de l'analyste. Le récit se mêle aux commentaires, l'image au sens qu'elle contient. En cherchant à décrire ce qui se cache sous le rêve, sous ses propres rêves, Freud allait dévoiler une part de sa vie intime. Freud dresse une cartographie de ce nouveau continent qu'il révélait, l'appareil psychique. On y découvrait le conscient, le préconscient et l'inconscient. Le conscient, toutes les pensées qui passent dans l'esprit. Le préconscient, tout ce que l'esprit peut convoquer même s'il n'y pense pas sur le moment. Et cette zone beaucoup plus secrète, plus dangereuse, que révèlent les rêves, l'inconscient. 15 octobre 1897. Cher Willem, chez moi aussi j'ai trouvé le sentiment amoureux pour la mère et la jalousie envers le père, et je les considère maintenant comme un événement général de la prime enfance. S'il en est ainsi, on comprend la force saisissante de Oedipe Roi. La légende grecque s'empare d'une contrainte que chacun reconnaît parce qu'il en a ressenti l'existence en lui-même. Chaque auditeur a été un jour en germe et en fantaisie cet Oedipe. Devant un tel accomplissement en rêve, transporté ici dans la réalité, il recule d'épouvante.
5 novembre 1897. Dans ta dernière lettre, tu ne me parles pas de mon explication de Oedipe Roi. Je ne l'ai encore soumise à personne d'autre, parce que j'imagine facilement l'accueil hostile qu'elle va recevoir. La mort de son père l'entraîna sur le chemin des rêves. Il étudiait ses propres rêves et écoutait ceux de ses patients. Il croyait que les rêves ont un sens. Il croyait qu'ils ont un rapport logique avec le psychisme et ses troubles, avec son histoire enfouie. Il passait de l'enthousiasme à l'abattement, et son ami Fliss assistait à distance à la naissance de la psychanalyse. Son travail sur les rêves lui a permis de poser le principe de la cure psychanalytique. L'association libre, qui vise à échapper au contrôle de la conscience et à laisser venir librement les idées, les souvenirs et les images. Mon père se tient un peu en arrière, de façon à ce que le patient ne croise pas son regard. Il écoute et fume. Les histoires de ses patients se mêlent aux mythes, aux objets archéologiques qu'il collectionne. Nous déjeunions tous ensemble avec tante Mina, la sœur de ma mère, venue vivre avec nous après ma naissance. Après le déjeuner, mon père arpente seul les rues de Vienne, fait le tour de la Ringstrasse, traverse la vieille ville et se rend chez son libraire, son antiquaire et son marchand de cigares. Il se repose un instant entre chaque séance, puis c'est l'heure du dîner. Jusque tard, il s'occupe de sa correspondance, note sur une grande feuille de papier les lettres reçues et celles envoyées. Il écrit beaucoup, comme s'il parlait avec ses destinataires. Mon père a brûlé toutes les lettres de son ancien ami Fliss. Comment savoir ce qu'il s'est passé? La rupture couvait depuis un moment. Les mots devenaient plus secs. Le miroir ne renvoyait plus rien. Cette patiente qui saignait du nez était la fille d'amis de la famille. Ils l'avaient traitée ensemble. Sur la recommandation de mon père, Fliss l'avait opérée du nez. L'opération fut un désastre. La complémentarité qu'il avait rêvée à travers leur amitié entre la médecine et la psychanalyse était illusoire. Et puis, une affaire de plagiat. Fliss reprochait à mon père d'avoir ébruité des idées qu'il avait au sujet de la bisexualité, de l'avoir trahi. L'histoire des amitiés de mon père était faite d'embrasements soudains, puis de rancœur, d'envoûtement réciproque et d'amertume. Son enthousiasme des premiers moments pour Wilhelm Fliss, plus tard pour Carl Gustav Jung, révélait son besoin d'un double, d'un autre lui-même. Combler sa solitude intellectuelle, trouver une forme spiritualisée de l'amour. Avec les années, il avait fait le deuil de ses amitiés passionnelles prises dans des jeux de miroir et des rêves de transparence à l'autre. Le matin, je voyais sur la console de l'entrée s'accumuler des enveloppes postées depuis les grandes villes européennes, parfois de plus loin. Je me souviens de l'odeur des cigares quand les portes de mon bureau s'ouvraient, le mercredi soir, vers minuit. J'avais 7 ans. Mon père réunissait des médecins, des proches, des gens intéressés par la psychanalyse. En ce temps-là, mon père était en quelque sorte leur prophète. On parlait des cas les plus divers, d'application de la psychanalyse à l'étude de Shakespeare, de masturbation et de perversion, de Goethe et des rêves. C'étaient des enfants à qui l'on confiait un nouveau trousseau de clés. Ils ouvraient toutes les portes. Ils s'analysaient les uns les autres. Otto Rank et Sándor Ferenczi, issus l'un et l'autre du cœur de l'Empire austro-hongrois, Rank est un ouvrier autodidacte, un pur viennois, et Ferenczi venait de Hongrie. Freud l'avait pris en analyse, et Ferenczi introduit la psychanalyse à Budapest.
il ouvre aussi les théories freudiennes à de nouvelles questions. L'émancipation des homosexuels, la lecture des mythes, la littérature. Ferenczi devient très proche de Freud, presque comme un fils. Ernest Jones est britannique. Il prend une part importante dans l'organisation pratique du mouvement. Il introduit la psychanalyse au Royaume-Uni. Karl Abraham est berlinois. Il va former les médecins et psychiatres allemands et doter le mouvement d'un ancrage à Berlin. Theodor Reck, un Viennois qui n'est pas médecin, s'intéresse comme Rank à l'interprétation des mythes. Max Ettington vient de Galicie, en Russie, d'une riche famille de négociants en fourrure. La Société du Mercredi devient en 1908 la Société psychanalytique de Vienne. En Suisse, Carl Gustav Jung fait entrer la psychanalyse au sein de sa clinique dans le champ de la psychiatrie. 3 mai 1908. Soyez tolérants et n'oubliez pas qu'à vrai dire, il vous est plus facile qu'à Jung de suivre mes pensées. De par notre parenté, vous êtes plus proche de ma constitution intellectuelle, tandis que lui, en tant que chrétien et fils de pasteur, ne trouve le chemin qui mène jusqu'à moi qu'au prix de grandes résistances intérieures. Son ralliement n'en a que plus de valeur. Je dirais presque que seule son entrée en scène a soustrait la psychanalyse au danger de devenir une affaire nationale juive. La relation entre les deux hommes devient soutenue, passionnelle, comme l'avait été celle avec Wilhelm Fliess. Jung et Freud préparent ensemble le premier congrès psychanalytique international en avril 1908 à Salzbourg. 17 janvier 1909. Cher ami, j'espère enfin de nous voir un dimanche où je peux bavarder avec vous. Nous avançons indubitablement, et si je suis Moïse, vous serez celui qui, comme Josué, prendrait possession de la terre promise de la psychiatrie que je ne peux qu'apercevoir de loin. Votre cordialement dévoué, Freud. L'année suivante, mon père traversait l'Atlantique pour la première fois, avec Jung et Ferenczi, direction New York, puis Worcester dans le Massachusetts, où ils avaient été invités par la Clark University à donner des conférences sur la psychanalyse. Même s'il n'avait aucun goût pour l'esprit américain, l'expérience était si nouvelle et excitante pour lui qu'il commença un journal de voyage. Au cours de la traversée, Freud, Ferenczi et Jung continuent leur dialogue et se racontent leurs rêves pour les analyser mutuellement. C'est au tour de Freud de raconter le sien. Jung lui demande des éléments indispensables pour l'interpréter. Mais Freud refuse. Jung en est troublé. Il comprend alors que Freud veut rester pour lui comme un père indépassable. Freud croyait avoir trouvé un héritier et Jung pensait avoir rencontré un père capable de l'aimer. Mais au moment même où l'un et l'autre cherchaient à se convaincre de la puissance de leur union, le fils se révoltait déjà contre le père, tandis que Freud redoutait que ce Josué imaginaire ne devint son principal rival. Jung reprochait à Freud de privilégier trop exclusivement les causalités sexuelles dans la constitution des névroses et des psychoses. Freud restait pour lui aveugle aux déterminations historiques et culturelles de l'homme. « 18 décembre 1912. Cher monsieur le professeur, j'aimerais vous rendre attentif au fait que votre technique de traiter vos élèves comme vos patients est une fausse manœuvre. Vous produisez par là des fils esclaves ou des gaillards insolents. Je suis assez objectif pour percer votre truc à jour. Entre-temps, vous restez toujours bien, tout en haut, comme le père. Voyez-vous, mon cher professeur, aussi longtemps que vous opérez avec ce truc, mes actes symptomatiques ne m'importent pas du tout, car ils ne signifient absolument rien à côté de la poutre considérable qu'il y a dans l'œil de mon père, Freud. Je ne suis pas du tout névrosé. Je me suis fait analyser dans les règles de l'art. Vous savez jusqu'où peut aller le patient dans son auto-analyse. Il ne sort pas de sa névrose, comme vous. Je me tiendrai publiquement de votre côté et je me mettrai en secret à vous dire toujours dans mes lettres ce que je pense vraiment de vous.
Vous maudirez peut-être cet étrange service d'amitié. Peut-être cela vous fera-t-il quand même du bien. Avec les meilleures salutations, votre entièrement dévoué, Jung. 3 janvier 1913. Honoré Monsieur le Président, cher docteur, je ne peux répondre en détail qu'à un point de votre dernière lettre. Votre allégation, comme quoi je traite mes élèves comme des patients, est évidemment fausse, et il y a des preuves à cela. Il est convenu, entre nous, analystes, qu'aucun de nous ne doit avoir honte de son morceau de névrose. Mais celui qui, en se conduisant anormalement, crie sans arrêt qu'il est normal, éveille le soupçon. Je vous propose donc que nous rompions tout à fait nos relations privées. Prenez donc votre pleine liberté et épargnez-moi les prétendus services d'amitié. Je vous salue, votre dévoué, Freud. En 1905, Freud publie 3 essais sur la théorie sexuelle. La sexualité est au centre des préoccupations de beaucoup d'artistes, en particulier à Vienne, comme Gustav Klimt, Egon Schiele ou Oskar Kokoschka. Elle est aussi étudiée par de nombreux psychiatres. 20 ans plus tôt, Richard von Krafft-Ebing avait publié un livre de référence sur les aspects pervers de la sexualité, Psychopathia sexualis, sexualité pathologique. Le titre était alors formulé en latin et seuls les médecins pouvaient accéder à ce genre d'ouvrage. La première audace de Freud consiste à ne pas se réfugier derrière une langue savante. Freud innove en imposant pour la première fois le concept de sexualité infantile. Il voit la vie sexuelle adulte commencer dès la naissance par le simple fait d'être touché par ses parents, par une nourrice. Premier contact qui déclenche chez l'enfant une excitation, un plaisir voluptueux qu'il compare à l'orgasme. Cette nouvelle approche déclenche aussitôt la condamnation des cercles médicaux viennois. Ce qui nous semble être le caractère le plus frappant de cette activité sexuelle, c'est qu'il n'est pas dirigé vers une autre personne. L'enfant se satisfait de son propre corps. Son attitude est auto-érotique. La volupté de sucer absorbe toute l'attention de l'enfant. Elle l'endort, elle peut même amener des réactions motrices, une espèce d'orgasme. À Vienne comme ailleurs, les femmes disparaissaient encore sous des couches de robes, de jupons et de corsets. Ils se penchent sur la masturbation, l'homosexualité, le sadomasochisme, le fétichisme. Ils choquent. Ces développements sont le prolongement des récits qu'il a entendus dans son cabinet. Ses patients ne lui racontaient pas seulement leurs rêves, ils avaient besoin de lui confier leur vie sexuelle. Les pulsions sexuelles sont puissantes et dangereuses. Pour Freud, devenir adulte consiste alors à savoir les dompter sans les réprimer. Certaines perversions sont si éloignées de la normale que nous ne pouvons faire autrement que de les déclarer comme pathologiques, particulièrement celles où l'on voit la pulsion sexuelle surmonter des résistances comme la pudeur, le dégoût, l'horreur ou la douleur, et accomplir des actes extraordinaires comme lécher des excréments ou violer des cadavres. Dans le domaine de la sexualité, les choses les plus élevées et les plus viles sont partout liées les unes aux autres de la façon la plus intime. Comme l'écrit Goethe, du ciel à travers le monde, jusqu'à l'enfer. Freud nomme libido, l'énergie vitale ayant sa source dans la sexualité. Il est impossible de concilier cette énergie vitale, dont le but est la recherche égoïste du plaisir, avec les développements de la société qui suppose l'entente et la cohésion sociale. Mais il voit dans l'énergie sexuelle une capacité à se déplacer vers d'autres buts, à se transformer. L'art est le fruit de cette sublimation. Après Jung, un comité secret fut institué en 1913 pour protéger la psychanalyse des dissidences.
Ils créèrent la lettre circulaire qui leur permettait de communiquer entre eux. C'était une nouvelle alliance. Chaque membre recevait un anneau pour sceller sa fidélité à la cause. Un père juif a besoin de savoir l'avenir de son enfant assuré, leur a-t-il déclaré. Je me souviens qu'après cette rupture, nous sommes partis en vacances. Mon père a été déçu de la séparation avec fils. Pour la première fois, je l'ai vu triste. Lorsque, rentrant d'un séjour en Suède, je rencontrai Freud au congrès de psychanalyse de Weimar à l'automne 1911, il se moqua beaucoup de l'ardeur avec laquelle je désirais apprendre la psychanalyse, car personne ne pensait encore à des instituts comme on en créa plus tard à Berlin et à Vienne pour former la génération suivante. 27 septembre 1912. Très honoré professeur. Depuis qu'en octobre dernier j'ai pu assister au congrès de Weimar, l'étude de la psychanalyse me hante sans cesse. Et plus je m'y plonge, plus elle me retient. Mon désir de pouvoir passer quelques mois à Vienne vient enfin de se réaliser. Puis-je vous demander de bien vouloir m'accorder l'autorisation de prendre part aux soirées du mercredi. Me consacrer à cette cause sera l'unique but de mon séjour là-bas. Avec l'expression de ma profonde considération. Lou Andreas Salomé. 10 novembre 1914. Chère madame, je ne sais si vos habitudes s'accorderaient d'une discussion après 10 heures du soir. Mon temps libre ne commence pas avant. Si vous me faites l'honneur d'une visite à cette heure tardive, je m'engagerai volontiers à vous raccompagner chez vous. Nous pourrions convenir dans ce cas du mercredi soir. Vous m'avez manqué hier soir à la séance. J'ai toujours pris l'habitude d'adresser ma conférence à une certaine personne de mon cercle d'auditeurs et je n'ai cessé de fixer comme fasciné la place vide que l'on vous avait réservée. Avec mes respectueux hommages, votre dévoué, Freud. Une nouvelle vie commençait pour moi, une vie avec la psychanalyse. À Göttingen, je faisais mes propres expériences. J'essayais d'autres méthodes. Je me couchais sur le divan à la place du patient et le patient à ma place. Parfois, on faisait les séances dans le jardin, et les séances duraient plusieurs heures. Parfois, je ne me faisais pas payer. Quelle infraction pour Freud. Alors il se fâchait. Il m'écrivait, toujours bienveillant mais ferme, que je devais respecter les règles. J'avais développé mes propres idées sur l'érotisme infantile, sur l'enfance et sur le narcissisme. Et puis, je suis devenue plus proche des Freud. J'étais maintenant une amie de la famille. J'aimais Anna. Elle me confiait tout, ses pensées, ses fantasmes, les séances avec son père. Et Freud me confiait à son tour ses inquiétudes pour sa fille. 1914. La guerre éclate. Mes frères sont mobilisés. Les jeunes collègues de mon père aussi, qui se retrouvent sur le front ou dans les hôpitaux. De nouvelles expériences pour la psychanalyse auprès des soldats. Les névroses de guerre. Les psychoses de guerre. 25 novembre 1914. Cher Lou Andreas Salomé, je ne doute pas que l'humanité se remettra aussi de cette guerre-ci, mais je sais avec certitude que moi et mes contemporains ne verrons plus le monde sous un jour heureux. Le plus triste, c'est qu'il est tel que nous aurions dû nous représenter les hommes et leur comportement d'après la psychanalyse. J'avais conclu, dans le secret de mon âme, que puisque la culture la plus haute de notre temps était entachée si affreusement d'hypocrisie, c'est que nous n'étions pas faits pour cette culture. Il ne nous reste plus qu'à nous retirer. Et le grand inconnu que cache le destin reprendra des expériences culturelles du même genre avec une nouvelle race. L'humanité semble vraiment morte. 27 juillet 1915. Bad Ischl. Mon cher papa, je me suis réjoui de la citation de Martin et de la perspective d'une décoration. C'est tout de même un honneur pour nous. J'ai aussi rêvé récemment que je devais défendre contre des ennemis une métairie qui nous appartenait. Mais le sabre était brisé, et en le sortant, j'ai eu honte devant les ennemis. Quand je me suis réveillé, j'étais couché dans mon lit au garde à vous, les mains sur la couture de la chemise de nuit, conformément au règlement. Comment passer l'hiver prochain seul, à remplacer 5 frères et sœurs? Ce que mon père perçoit de la guerre contemporaine le renvoie au fondement psychique des actes humains. Comment expliquer que cette guerre ait pu abattre en quelques semaines et à ce point
les digues érigées par des siècles de civilisation. En proie à une rage aveugle, la guerre renverse tout ce qui lui barre la route, comme si après il ne devait y avoir pour les hommes ni avenir ni paix. Notre affliction et notre douloureuse désillusion, provoquée par le comportement non civilisé de nos concitoyens du monde durant cette guerre, étaient injustifiées. Elle reposait sur une illusion à laquelle nous nous étions laissés prendre. En réalité, ils ne sont pas tombés aussi bas que nous le redoutions, parce qu'ils ne s'étaient absolument pas élevés aussi haut que nous l'avions pensé. Les pulsions qui régissent le psychisme n'avaient pas été effacées par des siècles de civilisation. L'homme des origines se cachait sous le vernis de l'homme civilisé. Le conflit mondial fait revenir la horde primitive faite d'assassins qu'il avait décrite dans son livre Totem et Tabou, peu avant le début des hostilités. Freud remarque aussi que face au spectacle du massacre de masse, la tendance moderne à masquer la mort n'est plus soutenable. Civis pacem para bellum. Si tu veux maintenir la paix, arme-toi pour la guerre. Freud se souvient de ce proverbe latin et se l'approprie. Civis vitam para mortem. Prépare-toi à la mort pour supporter la vie. C'est ce qu'il fait tous les jours en pensant à ses 3 fils. Avec la chute de l'Empire des Habsbourg, c'est l'univers culturel et politique auquel mon père restait attaché qui se décompose. L'après-guerre est pour lui une période sombre. Il est affecté par le suicide de l'un de ses disciples de la première génération, Victor Tosk, qui avait été mobilisé sur le front comme psychiatre. Il espérait qu'à travers le traitement des névroses de guerre, la psychanalyse allait faire son entrée sur le terrain des problèmes sociaux. Des médecins et des psychiatres militaires s'étaient rendus en 1918 au 5e congrès de psychanalyse à Budapest. Les travaux avaient débouché sur le projet de créer des cliniques et des hôpitaux psychiatriques. La fin des hostilités laisse ce projet vacant. Mon père est déçu. J'ai eu un rêve la nuit suivante, et je crois en avoir compris la plus grande partie. Dans mon rêve, il y avait une grande route avec beaucoup de virages. Mais des gens la refaisaient ou la transformaient. J'ai vu la très grande route et j'ai eu le sentiment qu'il se passait quelque chose autour de moi. Au lieu de suivre la route, les gens, moi aussi, allaient tout droit, coupant dans les virages. C'était comme monter en traversant maison après maison, en passant par les fenêtres, par les portes. Je suis arrivée tout en haut, et là, dans une pièce, paisiblement assise, il y avait maman et tante Mina. Et il y avait tout le temps le sentiment de la présence de mon père. Cette fin était une curieuse déception. Je ne pourrais pas rejoindre mon père dans la mort parce que maman et tante Mina étaient là avant moi. Voilà la déception. Malgré tous mes efforts, je retrouve exactement la situation qui a éveillé ma jalousie dans la vie. La mort ne sert donc à rien non plus. En 1920, ma sœur Sophie meurt. Puis quelques années après, son fils, Enerl, que mon père adorait. 25 janvier 1920. Mon cher Max, tu sais combien grande est notre douleur. Nous savons la peine qui doit être la tienne. Je ne fais aucune tentative pour te consoler, de même que tu ne peux rien pour nous. Tu es peut-être d'avis que je ne saurais pas ce que cela signifie que de perdre une femme aimée et la mère de ses enfants, parce que cela m'a été épargné. Tu as raison. Mais à rebours, l'amère blessure de survivre à une jeune enfant florissante, en étant soi-même si avancé dans la vie et si proche de la mort, ne peut que être étrangère et inconcevable.
que ce malheur ne change rien à mes sentiments pour toi, que tu restes notre fils aussi longtemps que tu voudras le rester. C'est un acte du destin absurde et brutal qui nous a ravi notre Sophie. Quelque chose face à quoi on ne peut ni accuser ni ruminer, mais incliner la tête sous le coup. Pauvres êtres humains sans recours avec lesquels jouent les puissances supérieures. Malgré la difficulté des temps qui ont coïncidé avec votre court mariage de 7 ans, elle fut heureuse grâce à toi. Papa. De nombreux soldats, de retour du front, étaient traumatisés, pris d'angoisse nocturne et de dépression. Ils étaient hantés par des images envahissantes d'épisodes morbides que le soldat se repassait en boucle, comme si sa mémoire était un disque rayé. Freud les nomme des compulsions de répétition. Comment expliquer ce qui ressemblait à un processus mental d'autodestruction? Il avance l'hypothèse de l'existence dans le psychisme d'une pulsion de mort, complémentaire des pulsions de vie. Il renoue avec la biologie pour expliquer cette tendance régressive qui veut revenir à l'état inorganique. Cette pulsion irrépressible, qui cherche la mort, peut se diriger vers l'extérieur. Elle devient pulsion de destruction, volonté de puissance. Freud reconnaît la présence intérieure en l'homme d'une tendance à l'autodestruction, d'un désir de mort. C'est pour lui une marque du démoniaque. Quand j'étais enfant, alors que nous nous promenions dans la ville, mon père m'avait dit pour m'expliquer son métier « Tu vois ces maisons avec leurs belles façades, les choses ne sont pas toujours aussi belles derrière les façades. C'est la même chose avec les êtres humains. » Smiley Blanton à la pension Atlanta, Marie Bonaparte au Bristol, Lou Andrea Salomé au Zita Hotel, Elda Doolittle au Regina. D'Europe et d'Amérique, on prenait rendez-vous pour entrer en analyse avec mon père. Son divan prenait l'empreinte de l'époque. La grande bourgeoisie, des femmes, beaucoup de femmes. Des princes mélancoliques et des princesses oisives, des familles pleines de secrets néfastes. Sa clientèle venait pour une bonne part d'une classe malade, curieuse d'accéder à leur inconscient. En été, il le suivait dans ses villégiatures pour continuer les séances, à Berchtesgaden, puis plus tard à Grenzing. Beaucoup d'entre eux tenaient un journal de leur analyse, ou la racontèrent plus tard dans des mémoires. Ils voulaient écrire le roman de leur analyse, ou témoigner pour l'histoire. Freud ne cesse de progresser dans ses propres théories. Il dresse une nouvelle cartographie de l'appareil psychique, qui s'apparente maintenant au déroulement d'un drame entre 3 acteurs, 3 personnages, le ça, le surmoi et le moi. Tuer, attraper, s'accoupler, satisfaire ses désirs, lancer des bombes, constituent les pulsions les plus primitives, les plus infantiles de la psyché. Le ça est le monstre en chacun. Pour protéger le psychisme des dangers du ça, le surmoi veille à la fonction morale. Comme dans la Bible où les tables de la loi étaient données à Moïse pour mettre fin à la cupidité et l'idolâtrie de son peuple, le surmoi interdit et commande. Tu dois, tu ne dois pas, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Il juge et impose ses injonctions. Il condamne et punit. Alors de cette guerre permanente entre ces 2 acteurs de la psyché, naît un 3e acteur, le moi. Le sentiment de soi est comme l'enfant de la lutte entre les pulsions et la loi, entre le primitif et le civilisé. Je regrette toujours de ne pas avoir été avec lui dans les premiers temps de son travail, au cours des périodes où les relations avec le monde extérieur étaient difficiles. J'aurais aimé l'aider à l'époque. En réalité, je suis arrivé au moment où il avait livré la plupart de ses batailles. Et il les avait gagnées. 6 décembre 1920. Ma chère Anna, tu as compris que l'absence de nos lettres pour ton anniversaire tenait à notre incertitude sur la date de ton retour. Tu as raison, on ne peut pas repousser un anniversaire. Les cadeaux le tolèrent, les sentiments, non.
Je vois à présent, en te regardant, combien je suis vieux, car tu as exactement l'âge de la psychanalyse. Vous m'avez toutes deux causé des soucis, mais au fond, j'attends quand même plus de joie de ta part que de la sienne. Tu promettras certainement aussi volontiers de ne pas m'exténuer 9 heures par jour. Écris-moi bientôt quelles sont les chances de nous revoir. Papa. Au début, je voulais être maîtresse d'école. Mon père prétendait que je ne serais jamais admise parce que je ne savais pas chanter. Il lisait les poèmes de Rilke. Il en parlait avec Lou Andrea Salomé et je parlais avec elle de psychanalyse. À la maison, j'écoutais parfois aux portes. Après la guerre, j'ai commencé une analyse avec lui. Il avait mystérieusement écrit à son collègue Sándor Ferenczi « L'analyse d'Anna sera très élégante ». Il demanda à Ernst Jones de me donner à traduire le courrier anglais de la revue qu'ils avaient fondée. Puis j'ai préparé avec Lou ma première conférence de psychanalyse au Cercle du Mercredi. 19 mai 1922. Cher ami, je suis membre du jury. Ainsi, l'épreuve est à la fois pour elle et pour moi. Ma position ressemble un peu à celle du vieux Brutus, le fondateur de la République romaine, condamné à juger ses propres enfants. Mercredi 31 mai, minuit. Ma chère Lou, tout s'est bien passé. Je crois même très bien passé. J'ai reçu beaucoup de compliments. Une longue discussion a suivi. Il s'est trouvé un participant pour présenter la pauvre fille de mon cas clinique comme un personnage tout à fait monstrueux et inutile. J'étais déjà anéanti, mais par bonheur, papa lui a répondu en défendant ma petite fille. Je crois que papa a été aussi content et très satisfait de mes débuts. What you are going to see are home movies meant for family use and not for public viewing. Therefore, you will have to excuse all the deficiencies which are quite inseparable from ventures of this kind. The pictures have been taken by Princess Marie Bonaparte during her visits to Vienna, during our stay in Paris, and during her visits to London in Maresfield Gardens. My father and Yofi, she was a beautiful chow, very affectionate, very lovable. A very affectionate animal again. That's me. My father didn't like to be photographed and usually made a face when he noticed it. I think this is really the best picture of the whole movie. These gardens were very welcome changes from Berggasse 19. This was at the time when we couldn't leave Vienna anymore in the summers because of my father's illness. And so we took a house in the suburbs where there were gardens to be out of town. And my father enjoyed the flowers so very much. It's me displaying a beautiful dress. 25 avril 1923. Ma chère Lou, l'opération de papa n'a pas été aussi bénigne qu'on nous l'avait présentée. Il a beaucoup souffert. On a ôté un grand morceau de muqueuse à la partie supérieure du palais. Heureusement que la chose est passée, à jamais, espérons-le. Je me félicite sans cesse de n'être pas restée tout un mois absente. Ton Anna. Il se fera opérer plus de 30 fois jusqu'à sa mort. Il a fallu installer une prothèse compliquée qui le faisait souffrir. 1923. C'était aussi l'année du premier coup d'État d'Hitler. 5 mai 1924. Ma chère Lou, j'ai repris un bout d'analyse avec papa, à nouveau le soir, comme jadis. Le motif en a été offert par un comportement pas très satisfaisant de ma chère intériorité, une insistance occasionnelle tout à fait inconvenante des rêves diurnes, accompagnée d'une intolérance corporelle croissante envers les fantasmes de fustigation, sans que je puisse m'en passer. Papa a saisi l'occasion pour me proposer une poursuite de mon analyse qui était restée un fragment interrompu.
Cela servira aussi ma propre pratique analytique. Tu peux imaginer le plaisir avec lequel j'ai accepté. Une carapace d'insensibilité m'enveloppe lentement, ce que je constate sans me plaindre. C'est aussi une issue naturelle, une façon de commencer à devenir anorganique. On appelle cela, je crois, la sérénité de l'âge. Cela doit s'en décisif dans les relations entre les deux pulsions dont j'ai supposé l'existence. Le changement qui l'accompagne n'est peut-être pas très frappant. Tout est resté plein d'intérêt, de ce qu'il était autrefois, mais il manque un certain écho. Moi qui ne suis pas musicien, je me représente cette différence comme de mettre ou non la pédale. La pression sensible et incessante d'une énorme quantité de sensations importunes a dû hâter cet état prématuré, cette disposition à tout ressentir. Freud accueille avec intérêt l'expérience tentée en Palestine de la fondation d'un foyer national juif. Depuis la déclaration Balfour en 1917, qui légitimait ce projet, le combat sioniste avait pris de l'ampleur. Il accepte de donner une contribution à la revue fondée par Albert Cohen, la Revue juive, qui encourage l'élan sioniste. Il salue l'ouverture de l'université hébraïque de Jérusalem aux côtés d'Albert Einstein et devient membre d'honneur d'une organisation étudiante sioniste à laquelle son fils Martin s'est rallié, la Kadima. Malgré sa sympathie pour le projet sioniste de Theodor Herzl, il restait réservé quant à ses chances de réussite. Pour Freud, l'idée nationaliste appartenait davantage à la culture chrétienne. « 26 février 1930. Monsieur le docteur, je ne peux pas faire ce que vous souhaitez. Mon jugement réservé sur le sionisme ne le permet pas. J'ai assurément les meilleurs sentiments de sympathie pour des efforts librement consentis. Je suis fier de notre université de Jérusalem et je me réjouis de la prospérité des établissements de nos colons. Mais d'un autre côté, je ne crois pas que la Palestine puisse jamais devenir un État juif, ni que le monde chrétien, comme le monde islamique, puisse un jour être prêt à confier leur lieu saint à la garde des Juifs. Il m'aurait semblé plus avisé de fonder une patrie juive sur un sol historiquement non chargé. Certes, je sais que, pour un projet aussi rationnel, jamais on n'aurait pu susciter l'exaltation des masses ni la coopération des riches. Je concède aussi, avec regret, que le fanatisme peu réaliste de nos compatriotes porte sa part de responsabilité dans l'éveil de la méfiance des Arabes. Je ne puis éprouver la moindre sympathie pour une piété mal interprétée qui fait d'un morceau du mur d'Hérode une relique nationale et, à cause d'elle, défie les sentiments des habitants du pays. Jugez vous-même si, avec un point de vue aussi critique, je suis la personne qu'il faut pour jouer le rôle de consolateur d'un peuple ébranlé par un espoir injustifié. Parmi les nouveaux patients américains de mon père, il y a eu Dorothy Burlingham. Elle était jeune et riche et avait 4 enfants. Leur père était resté en Amérique. Elle fit son analyse avec lui et moi je pris en analyse ses enfants. Elle s'installa finalement à la maison et devint mon amie. C'est elle qui a offert à mon père Ling Nung, son premier chien. 22 octobre 1931. Ma chère Lou, j'ai toute une collection de petites photos de moi que je voulais réunir à ton intention. Et la lettre que je te destine a attendu cette échéance. Mais ces photos ne seront prêtes que dans quelques jours. Et tu t'es beaucoup inquiété de nous, ce qui me désole. Il y a pourtant de bonnes nouvelles et une grande nouveauté. Papa va très bien. Tu liras très bientôt de lui un nouveau travail sur le développement de la femme. Et Dorothy et moi avons acheté une petite ferme avec 3 jugères de terrain. Des photos suivent aussi. C'est près de Breitenfurg dans la région de Mayer, mais tout en haut. Pour l'instant, c'est encore très miteux, mais nous allons l'aménager.
Ernest est venu à Vienne en établir les plans. Après-demain, Martin et moi allons à Freiberg, en Moravie. On y dévoilera une plaque sur la maison où papa est né. Ils organisent une fête. N'est-ce pas étonnant? « 11 mai 1927, ma chère Lou, je ne suis pas en paix. Le pauvre cœur a besoin de s'éprendre, et Anna se lie passionnément à des amies femmes, l'une après l'autre. Elle est magnifique et pleinement indépendante sur le plan intellectuel, mais elle n'a pas de vie sexuelle. Que fera-t-elle sans son père ? Si je doute que l'humanité soit destinée à progresser vers une plus grande perfection sur le chemin de la culture
Et si je vois dans cette vie une lutte continuelle entre Eros et pulsion de mort, je ne crois pas exprimer par là aucune de mes propres dispositions affectives. Je ne suis pas un bourreau de moi-même. Moi aussi, je voudrais quelque chose de réconfortant, quelque chose qui me fasse croire à un avenir brillant. La pulsion de mort n'est pas pour moi un besoin du cœur. Elle m'apparaît seulement comme une hypothèse inévitable, à la fois pour des raisons biologiques et psychologiques. Mon pessimisme me semble donc être un résultat. Je pourrais dire encore que j'ai conclu avec mes sombres théories un mariage de raison, tandis que les autres vivent avec les leurs un mariage d'inclination. Espérons qu'ils seront ainsi plus heureux que moi. « 2 avril 1933. Chère Marie, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque danger à Vienne. S'il devait se produire, je suis fermement décidé à l'attendre ici même, et s'il me tue, ce sera une façon comme une autre de mourir. 20 février 1934. Mon cher fils, l'avenir est incertain. Ce sera soit le fascisme autrichien, soit la croix gammée. Dans le dernier cas, nous serons obligés de partir. 22 juin 1936. Cher Arnold Zweig, l'engagement de l'Autriche sur la voie du national-socialisme semble inexorable. J'attends toujours, avec moins de regrets, que pour moi le rideau tombe. L'université où j'entrais en 1873 m'apporta d'abord quelques vives déceptions. Je fus avant tout en butte à l'idée qu'en tant que juif, je devais me ressentir inférieur et comme ne faisant pas partie de la communauté du peuple. Je n'ai jamais compris pourquoi j'aurais dû avoir honte de mon origine, ou comme on commençait à le dire, de ma race. Quant à l'appartenance à la communauté du peuple qui m'était refusée, j'y renonçais sans beaucoup de regrets. J'étais d'avis que pour un collaborateur zélé, il devait bien se trouver une petite place au sein de l'humanité, même sans une telle intégration. 7 janvier 1937. Cher ami, aujourd'hui un monsieur Stahl est venu chez moi. Il a obtenu de la veuve de Wilhelm Fliess vos lettres et vos manuscrits. Sa veuve voulait d'abord tout donner à la Bibliothèque nationale de Prusse, mais après que vos œuvres eurent été brûlées en Allemagne, elle y a renoncé. J'ai décidé de tout lui acheter. Vous-même n'avez peut-être pas le sentiment de toute votre grandeur. Vous appartenez à l'histoire de la pensée humaine, comme Platon ou Goethe. Quelque chose serait perdu dans l'histoire de la psychanalyse, la seule science nouvelle, votre création, si tout était détruit. Je vous aime. J'ai pour vous la plus grande estime. Marie. J'étais Marie Bonaparte, princesse de Grèce et du Danemark, l'arrière-petite-nièce de l'empereur Napoléon Bonaparte. J'étais riche, j'étais mariée, mais je ne connaissais pas le plaisir. J'ai cru d'abord à une anomalie de mon anatomie et je me suis fait opérer plusieurs fois, sans succès. Un psychanalyste de ma connaissance, René Laforgue, m'a alors conseillé d'entrer en analyse. Mais c'est avec Freud que je voulais faire mon analyse, et avec personne d'autre. Je suis allée à Vienne. D'abord, Freud n'a pas voulu de moi. Il a cru à un caprice de princesse. Je l'ai convaincu. Les séances ont commencé, alors j'ai consacré le reste de ma vie à la psychanalyse. Ma fortune m'a servi à fonder la Société psychanalytique de Paris en 1930.
et j'ai commencé à traduire et à éditer les œuvres de Freud en français. En 1938, c'est moi qui ai organisé le départ de Freud pour Londres. C'est moi qui ai payé la rançon que l'administration nazie réclamait. Ce n'est pas seulement Freud et les siens que je voulais sauver des nazis, mais la psychanalyse. 6 décembre 1936. Chère Marie, telles sont réellement les raisons pour lesquelles on peut aimer un animal comme Topsy ou Yofi, avec une profondeur aussi singulière, cette inclination sans ambivalence, cette simplification de la vie libérée du conflit avec la civilisation, conflit si difficile à supporter, cette beauté d'une existence parfaite en soi. Et malgré toutes les différences du développement organique, ce sentiment de parenté intime, d'intimité incontestée. Souvent, en caressant Yofi, je me suis surpris à fredonner une mélodie que je connais bien, quoique je ne sois pas du tout musicien, l'aria de Don Giovanni. Un lien d'amitié nous lie tous les deux. Lignoun, le premier chocho de mon père, offert par Dorothy, s'était perdue un jour à la gare de Salzbourg. On l'avait retrouvée morte sur les rails. Sa sœur vient la remplacer. Papa lui donne le nom de Yofi, beauté en hébreu. Il aime cette race de chiens, parce qu'ils ressemblent à des lions miniatures. Pendant des années, Yofi prend part aux analyses avec lui. Elle accueille le patient, se couche et souvent prévient de la fin de la séance en se levant d'un bond et en se dirigeant vers la porte. Papa dit souvent à son entourage que les chiens ont l'air d'être tristes, mais que c'est une apparence trompeuse. Il y a une joie profonde en eux. Au cours de son évolution culturelle, l'homme s'est élevé au rang du seigneur sur ses semblables de race animale. Il leur refusa la raison et s'octroya une âme immortelle, se targua d'une descendance divine qui lui permettait de déchirer tout lien de solidarité avec le monde animal. Non content de cette prédominance, il a creusé un abîme entre eux et lui. L'enfant ne connaît pas ce fossé infranchissable. C'est seulement après avoir grandi, après s'être suffisamment éloigné de l'animal, qu'il peut injurier l'homme en lui donnant des noms de bêtes. Now this is already Hitler in Vienna. Oh, and that is the crowd cheering Hitler. Look at the crowd. Finis Austriae. L'Autriche est morte. C'est par ces mots que Freud consigne dans son journal l'entrée des troupes allemandes à Vienne le 12 mars 1938. Il est presque midi quand le 22 mars 1938, des SA font irruption à la Bergasse. Je suis embarqué dans un fourgon par 4 SA. Marie Bonaparte tente de me protéger de son immunité diplomatique. Mon père passe l'après-midi à marcher de long en large à attendre mon retour. Ma mère, tante Mina et mon amie Dorothy sont près de lui. Mon père n'a jamais été aussi inquiet, tourmenté et conscient de ce que je représentais pour lui, me confiera plus tard tante Mina. La Gestapo m'interroge sur cette organisation internationale à laquelle je participe. Je suis libérée à 19h. Mon père quitte sa retenue habituelle. Papa m'embrasse. Je vois pour la première fois mon père en larmes. Après la destruction du temple à Jérusalem par Titus, Rabbi Yochanan ben Sakkai demanda la permission d'ouvrir une école à Yavne pour l'étude de la Torah. Nous allons faire la même chose. Nous sommes, après tout, habitués à être persécutés par notre histoire, nos traditions.
Mon bureau est vidé. Quelques feuilles du papier à lettres bientôt inutilisables ont été laissées pour un cas comme aujourd'hui où j'aurai encore des lettres à écrire depuis ici. Je suis sorti à 2 reprises cette semaine pour prendre congé de Vienne. Le Koblenz, dans sa première splendeur printanière, était admirable. Nous n'avons pas visité notre ancien jardin. Les muguets qui s'y trouvaient sont à présent à côté de moi. Nous sommes entre la porte et la charnière, comme quelqu'un qui aimerait quitter la pièce, mais s'aperçoit que sa veste est coincée. Tout est dans un certain sens irréel. Nous ne sommes plus ici et pas encore là-bas. Les pensées voltigent entre Bergasse et Ellsworthy Road. Anna cherche à rendre le présent supportable en affirmant que ce temps suspendu nous offre un répit appréciable entre les efforts que l'on a produits ici et les missions qu'il faudra remplir là-bas. Parfois tout semble irréel, mais on ne serait pas étonné si ça durait encore 100 ans. Nous ne sommes plus tout à fait ici et pas encore arrivés là-bas. Normalement, une telle situation n'existe que dans les rêves d'inhibition, où 2 tendances agissant l'une contre l'autre nous empêchent d'avancer et nous immobilisent toujours au même endroit. Mais la comparaison est plutôt optimiste, car ces rêves finissent par être réglés par le réveil. Ellsworthy Road a l'air très beau, et nous sommes impatients d'y être. Le soir du 3 juin 1938, tous les préparatifs sont achevés. À l'exception des lits, de quelques fauteuils et armoires, le mobilier est emballé. Dans les 2 cabinets vides, caisses de bois et cartons contiennent la collection d'antiquités de papa. La famille est assise une dernière fois à la table de la salle à manger. Paula, notre gouvernante, sert le thé. On ne parle guère ce soir-là. La tension des derniers mois a épuisé tout le monde. Le matin du 4 juin, Paula est debout la première, comme toujours, afin de préparer le petit déjeuner. Pour papa, l'œuf à la coque habituel, avec un peu de viande hachée. Pour les autres, pain grillé et confiture. J'envoie une fois de plus Paula à la cuisine chercher un petit verre de vermouth pour mon père. Je crains que mon père ne puisse supporter le voyage. Vers midi, Paula se dirige pour la dernière fois vers le téléphone dans l'angle de la salle à manger. Elle appelle 2 taxis. Puis vers 14h30, le moment arrive enfin. Les Freud abandonnent le 19 Bergasse. We left Vienna by a night train and spent a day of rest in Paris on the terrace on top of the princess's house. My father was very tired from the trip and rested. My brother Ernst, who came to Paris to meet us, his heart was not very steady, and he needed some medical assistance at times. But it was a beautiful day in Paris. Cette seule journée passée dans votre maison à Paris nous a rendu notre bonne humeur et notre dignité. Après avoir été entourés d'affection pendant 12 heures, nous sommes repartis fiers et riches, sous la protection d'Athéna. De Paris à Londres. J'avais gardé mon sang-froid dans le drame et l'angoisse, en travaillant sans relâche à aider mon père. Je l'aidais chaque fois qu'il devait enlever sa prothèse pour des examens médicaux. Nous emménageons d'abord au 39 Ellsworthy Road, au bord du parc Primrose Hill. C'est seulement en septembre 1938 que nous déménagerons au 20 Maresfield Gardens. 26 mai 1938, la situation est restée la même. La collection d'antiques est arrivée de Vienne, juste avant sa sortie de la clinique. Mon père retrouve Lune, qui est enfin sortie de quarantaine. Il puise dans l'insouciante vitalité de sa chouchou un peu d'énergie pour lutter contre la maladie. 12 novembre 1938. Ma chère Marie, avec les événements épouvantables qui se sont produits récemment en Allemagne, il est encore plus difficile de savoir ce que l'on va faire de nos 4 vieilles dames. Les faire venir en Angleterre est inenvisageable. Toute la fortune que nous leur avons laissée en partant, qui s'élevait à près de 160 000 shillings, a peut-être déjà été confisquée et l'argent sera sûrement perdu si elles partent.
Nous songeons à les envoyer sur la Côte d'Azur, à Nice ou dans les environs. Je me sens totalement incapable de produire quoi que ce soit. J'écris des lettres, mais rien d'autre. Avec mes salutations les plus chères, votre ami. Il ne pouvait imaginer qu'elles allaient être déportées et assassinées. Mitzi et Paula sont assassinés à Mali en Biélorussie. Dolphy meurt à Térésine. Rosa est assassinée à Treblinka. Freud n'a jamais abandonné ses 4 sœurs. En août 1945, Anna et quelques proches qui avaient travaillé avec elle au Rumstead Nursery reçurent 6 enfants orphelins âgés de 3 à 4 ans. Ils arrivaient directement du camp de Térésine en Moravie. Anna, qui venait d'apprendre le destin tragique de ses 4 tantes, va prendre en charge ses enfants dans ce qu'elle appellera une expérience imposée par le destin. À Térésine, jusqu'à l'âge de 3 ans, les enfants avaient mené l'existence des détenus d'un quartier pénitentiaire, à l'intérieur d'un espace réduit, sans jouets, sans la possibilité de se mouvoir librement, d'avoir des contacts avec des animaux et d'observer la nature. Ils n'avaient pas partagé la vie courante des gens, et en l'absence de liens affectifs étroits avec les personnes qui les surveillaient, ils avaient manqué de ce qui normalement suscite l'imitation des adultes et l'identification à eux. Térésine était un camp de transit, et des milliers d'adultes et d'enfants y passèrent, en route vers les camps d'extermination nazis. Le fait qu'ils n'avaient jamais connu le milieu vivant en paix les rendait peut-être plus indifférents aux horreurs qui survenaient autour d'eux. La question de savoir pourquoi l'atmosphère d'anxiété et de terreur dans laquelle les enfants avaient passé leurs premières années ne les avait pas prédisposés à des états d'anxiété particuliers plus violents reste sans réponse. À leur arrivée, les enfants parlaient allemand, mêlé de tchèque qu'ils avaient appris après avoir quitté Térésine. Les membres du personnel commencèrent à parler anglais devant les enfants, et avec eux au bout d'une semaine, et cessèrent totalement de parler allemand après cette semaine. Le seul mot allemand que les enfants conservèrent tout au long de l'année fut « mein », mon, « meine Gertrude », « meine Poupée ». Au mois d'avril, un visiteur s'adressa à eux en allemand. Ils rirent comme si c'était une plaisanterie. We had this couch put up for my father to rest. That's in his last year already. Au cours du mois de septembre, l'état de santé de papa empira progressivement. Les infections secondaires putrides creusèrent sa joue jusqu'à former un trou. L'odeur des tissus atteints chassait Lune, son chocho bien-aimé. My father goes back to his studio to have some peace and quiet. 2 octobre 1939. Mon cher, je veux juste t'écrire le peu de belles choses. Jusqu'au dernier moment où il était tout à fait lui-même. D'une amabilité et d'une gentillesse indescriptibles avec chacun d'entre nous. Il voulait tant continuer à vivre, tant qu'il exista l'ombre d'un espoir qu'il surmonterait la maladie. L'admirable dans les soins prodigués par Anna ne fut pas son abnégation ni le caractère exemplaire de ce qu'elle a accompli, qui semblait tout naturel. L'admirable, c'est qu'il ne l'a jamais vue autrement qu'avec une expression de bonheur sur le visage. Elle était toujours dans la chambre du malade, et il y a toujours régné une atmosphère tranquille, presque douillette. Peut-être le bonheur, qui était vraiment constamment l'expression qu'on pouvait lire sur le visage d'Anna, était-il l'explication d'une chose que je ne suis jamais parvenue à comprendre en lui. Le fait que, sans jamais le mentionner une seule fois, il ait accepté l'abnégation d'Anna, qui frôlait l'autodestruction. Je lui ai posé la question et elle a confirmé mon soupçon. Il ne lui a jamais adressé un mot de remerciement.
Même à l'aune de cet acte sans doute sans exemple, peut-être demeurait-il toujours celui qui donnait. C'est seulement le vendredi matin, quand le docteur nous dit qu'il ne reprendrait plus jamais conscience désormais, et que lui, le médecin, n'avait plus le droit non plus de le laisser revenir à lui. C'est à cet instant seulement qu'Anna a pleuré pour la première fois. Tous ses enfants et moi l'ont veillé du vendredi matin jusqu'au samedi, vers minuit. Nous avons fait monter maman et tante à l'étage. Seuls Anna et moi ne nous sommes pas couchés du tout. Le cœur voulait continuer à battre. Enfin, il s'est arrêté, un peu avant minuit. Nous avons remonté le lit et la chambre est de nouveau comme avant, juste effroyablement vide. Lucie Freud. C'est étrange, mais je ne peux pas le pleurer convenablement, comme d'ordinaire on le fait, et comme les gens s'attendent à ce que vous le fassiez. Le deuil est en quelque sorte un sentiment inadéquat au fait qu'il soit mort. J'étais peut-être liée à lui d'un lien plus fort que ma séparation d'avec lui. En tout cas, ce que nous avons reçu de lui est toujours beaucoup plus que ce que d'autres peuvent même posséder. Alors je continue à vivre, ce que précédemment je n'aurais même pas pu imaginer faire. Il semble s'être représenté les choses ainsi, car il ne s'est pas du tout inquiété à ce sujet. Avant de quitter Vienne, mon père se demandait s'il aurait assez de force pour terminer le livre qu'il commença en 1934, Moïse et le monothéisme. La figure de Moïse n'avait jamais cessé de hanter son imaginaire. Depuis 1909, il rendait visite dans l'église romaine de Saint-Pierre-aux-Liens au Moïse de Michel-Ange qui l'avait tant fasciné. Michel-Ange avait choisi de ne pas respecter le texte biblique, en montrant un Moïse qui ne cédait pas au vertige de la colère. Le prophète était impassible, dominant ses passions pour protéger les tables de la loi. Mon père pouvait s'identifier à Moïse. Il était ce père de la psychanalyse, partagé entre la colère de voir ses théories contestées ou trahies et la sérénité qu'il devait garder pour déployer son œuvre et la transmettre. Moïse avait conféré aux Juifs l'orgueil d'être un peuple élu. Les Juifs gardèrent le cap sur des intérêts spirituels. Le malheur de leur nation leur apprit à apprécier à sa valeur la seule propriété qui leur fût demeurée, l'écriture. Peut-être les événements fondateurs du judaïsme sont transmis par l'inconscient, de génération en génération. Mais comment a-t-il réussi à maintenir jusqu'à nos jours son individualité ? C'est là une question qui n'est pas encore élucidée. Il est raisonnable de renoncer à résoudre entièrement cette énigme. Freud revenait sur le héros biblique, son identité et l'héritage de son propre père. Il avait vengé Jacob de son humiliation à Freiberg en devenant un homme illustre. Il avait inscrit son nom juif au panthéon des héros de la culture. Il était lui-même devenu le père d'une œuvre occidentale. Il transgressait pourtant une dernière fois la tradition. Il renvoyait la Bible de Philippson, que son père lui avait léguée, à une pieuse fiction, et il retirait aux Juifs leur prétention à l'élection. Moïse et le monothéisme paraît en mars 1939. Pourquoi faire douter les Juifs au moment où ils subissaient les pires persécutions de leur histoire ? Mon père réaffirmait avec force sa judéité. Jeune homme, il avait écrit à ma mère qu'il avait hérité de ses ancêtres l'esprit d'insoumission. L'affirmation de sa liberté scientifique, son attachement à la vérité, faisait corps avec la revendication de son judaïsme. C'est au moment du plus grand péril qu'il voulait se montrer le plus audacieux dans son identité juive, comme il l'écrivait dans la préface de l'édition hébraïque de Totem et Tabou.
Aucun des lecteurs de ce livre ne saurait aisément se mettre à la place de l'auteur et éprouver ce qu'il éprouve. Lui qui ne comprend pas la langue sacrée, qui est totalement détaché de la religion de ses pères, comme de n'importe quelle autre religion. Lui qui ne peut partager des idéaux nationalistes et n'a pourtant jamais renié l'appartenance à son peuple. Lui qui ressent sa nature comme juive et ne voudrait pas en changer. Si on lui demandait « Qu'est-ce qui est encore juif chez toi alors que tu as renoncé à tout ce patrimoine ?» il répondrait « Encore beaucoup de choses, et probablement l'essentiel. » Sigmund Freud.